l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et je ne suis pas seul aujourd'hui. Eh bien non, que t'es pas seul, mon Sylvain, parce qu'il y a moi, Vince, et il y a aussi... Et moi, je suis là, c'est JP qui est là pour la première fois dans le segment Parle, Jase, je suis tout excité. Ben oui, un parle, jase avec nous trois, c'est la première fois qu'on fait ça, j'espère que ce sera pas la dernière non plus. Alors le format parle, jase, vous allez remarquer, il n'y a pas d'image, on est juste trois gars qui décident de parler de jeux. En effet, et là, ça tombe bien parce que on est les trois. C'est la première fois que l'on fait un parle, jase, les trois ensemble. On est devant notre micro, donc ça se peut des fois qu'on se coupe, ça se peut des fois qu'on s'enchaîne un par-dessus l'autre, mais c'est pas grave parce que c'est toujours fait dans une optique plein d'amour. Ah, j'ai tellement d'amour pour vous, les gars. Et aujourd'hui, on a quand même un bon programme à vous proposer. Je pense qu'on va avoir une rencontre intéressante, là. En tout cas, on a un bon listing de jeux qu'on voudrait aborder ensemble. Oui, on va essayer de se retenir pour pas que ça dure 5 heures. On en parlait dans le briefing, là, qu'on essaie de viser une durée plus raisonnable. Exact. Parce que si c'est juste de moi, je pense que je pourrais faire 5 heures tout seul. Ouais, c'est ça. On se rend compte qu'on a toute la jasette. Bon, alors donc... en fait, on divise ça en deux aujourd'hui, hein, les gars? Oui, tout à fait. Alors, on va commencer premièrement avec notre premier segment. On va discuter des jeux qu'on a joués récemment. Donc, c'est certain, on a un peu moins de temps de jeu. Donc, on a quand même quelques titres qu'on veut vous parler Oui, exactement. Puis par la suite, une fois qu'on va avoir discuté de ces titres-là, on va vous parler des jeux qu'on a hâte de rejouer parce que, oh my god, ça va faire 40 jours qu'on est en confinement. Ben, je parle de moi, là, on est arrêté depuis le 13 mars, moi puis JP. Et là, depuis le 13 mars, on peut pas voir grand monde, puis que là, écoute, ça nous tue comme joueur. J'ai essayé de jouer à Wingspan avec mon chat, mais elle fait juste manger les cartes. Moi, écoute, Banane, il est vraiment bon pour un jeu, en tout cas, et c'est le jeu que je lui lance la balle. Les autres, zéro pinball. Y a-tu un mode solo à ça? Non, malheureuse. J'aimerais ça des fois qu'il y ait un mode solo, juste qu'il se lance la balle lui-même. C'est bien tough. Ouais, c'est vraiment pratique. Ça, David, le prof board game, il joue au ping-pong avec son chat, lui. Oui, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Ah, c'est-tu rendu en mode solo, rendu là? Ah ben, moi, ce que je me demande, c'est justement, tu sais, le chat, est-ce qu'il gagne, tu sais, est-ce qu'il gagne souvent? Non, la vraie question, c'est est-ce qu'il garde les statistiques sur BGG? Ouais, exactement. Bon, on va commencer tout de suite avec les expériences de jeu qu'on a faites. Donc, dernièrement, moi, pour ma part, bon, c'est certain, ma situation à moi, bon, moi, c'est certain, je travaille encore avec les enfants à maison, et de ces temps-ci, ma fille file un peu moins jeux de société. Donc, beaucoup plus de jeux solo pour ma part, et un peu de tabletop simulator. Je sais pas pour vous, qu'est-ce que ça ressemble, les gars, de ces temps-ci, là? De mon côté, là, ma femme, elle continue à travailler, elle est considérée comme un service essentiel en pharmacie, puis elle a pas la tête à jouer à des jeux beaucoup avec moi. Là, on a joué à 1 ou 2 jeux dans les dernières semaines. J'ai joué un peu en ligne via Facebook, sur notre chaîne avec plusieurs de nos auditeurs, avec Vince aussi. J'ai joué sur quelques autres pages aussi, ou plateformes, chaîne YouTube qui proposait de jouer en live. J'ai fait quelques parties solo, mais écoute, je suis un peu comme dans la même situation que toi, très limité, puis commence à avoir hâte d'avoir des invités à la maison. Ouais. Ben, pour ma part, moi, c'est sûr certain que Nancy est arrêtée de travailler et on joue quand même beaucoup. Par contre, c'est sûr certain que j'évite de prendre des jeux qui sont lourds ou des jeux à 2 joueurs qui sont plus consistants, simplement parce qu'elle n'a pas nécessairement toute la tête à pouvoir jouer. Elle se repose énormément dû à sa situation particulière que vous connaissez, messieurs. Mais sinon, on joue beaucoup, nous autres, puis je peux peut-être ouvrir le bal avec Pandémie Legacy saison
saison 2. Je pense que ça ouvre bien le bal, étant donné que c'est très circonstanciel, non seulement avec le confinement, mais aussi le thème, n'est-ce pas, des virus qui se propagent. On est rendu au mois d'août, je pense, puis je trouve que c'est quand même plus intéressant que la première saison. Je pense que parmi vous deux, il y a seulement JP qui avait joué à la saison 1 de Pandémie Legacy. Exactement. Ouais, nous, on a dévoré la saison 1 assez vite. On a seulement fait le tutoriel. Peut-être le premier scénario aussi dans la saison 2, je me souviens plus. Ben, en fait, moi, c'est parce que ce qui m'avait un petit peu... là, c'est vraiment drôle parce que Rob Daviau, je pense que j'ai quasiment joué à toutes ces... C'est un des auteurs que présentement je déteste le plus, puis je vais avoir joué à toutes ces Legacy, mis à part à Risk. T'as pas fait Risk Legacy, lui, je l'ai fait. Non, c'est ça, exactement. Mais tu sais, en fait, je sais pas si c'est le même principe dans Risk Legacy, mais t'as le deck, en fait, le deck, en fait, Legacy. Pour moi, je pense que cet élément-là, moi, ça m'avait beaucoup énervé dans Betrayal Legacy. Ça m'avait beaucoup énervé dans Seafall. Dans Pandémie saison 1 aussi, ça m'avait énervé parce que je trouvais que il y avait pas assez de liberté ou c'était trop dirigé, surtout dans Pandémie saison 1. Je trouvais vraiment que l'histoire était très linéaire, puis que au final, on faisait nos parties, on gagne, on perd, ça va avoir un impact sur qu'est-ce qu'on l'ouvre ou qu'est-ce qui se passe sur le plateau, sans plus ni moins. Tandis que dans Pandémie Legacy saison 2, là, ce qui commence à être intéressant, c'est vraiment l'ouverture à la découverte du monde, en fait, qui est en déchéance. Puis le deck Legacy va nous permettre en fait d'avoir certains indices, puis aussi on va pouvoir découvrir certains endroits ici et là, mais il y a quand même beaucoup de choses qui nous sont réservées à découvrir, donc on n'est pas dirigé par le jeu de façon claire. Pour moi, je trouve que ça c'est vraiment intéressant, donc ça fait en sorte que, mettons, je pourrais découvrir, je sais pas moi, l'Amérique du Sud avant l'Europe, alors que dans le jeu, en fait, dans le jeu de base, ben, tu sais, je serais censé découvrir l'Europe avant l'Amérique du Sud, tu sais. Là, ça devient intéressant pour ça. Puis je pense aussi que, je sais pas si toi, JP, tu l'avais fait à plusieurs joueurs, mais je trouve que de le faire à 2 joueurs, c'est plus intéressant parce qu'on y va à un rythme qui est plus simple à suivre, qui est plus facile aussi à garder en ligne. On avait joué à 4 joueurs, puis man, ça nous avait pris 1 an et demi faire la campagne au complet. Là, c'était ridicule. Là, on avait de la misère à se concorder dans nos horaires. Puis là, on le fait à 2. Puis ça roule bien. Tu sais, on est rendu au mois d'août, là, puis ça fait peut-être 1 semaine et demie, 2 semaines qu'on a commencé, tu sais. De notre côté, on avait fait la saison 1 à 2, ma femme et moi. On s'était dit justement que à l'époque, on avait expérimenté 2 ou 3, peut-être 1 ou 2 Legacy. Puis je m'étais dit que je voulais réserver une expérience Legacy seulement avec ma femme. Puis on avait choisi Pandémie Legacy pour ça. Ouais, c'est cute, hein? J'espère que ma femme va écouter notre enregistrement. Même chose, là, on a trouvé que c'est assez fluide parce que bon, les jeux Legacy, un des problèmes, c'est tout le temps de se replonger dans les règles. Ouais. Quand ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Et en étant juste les deux, on n'a pas eu de problème parce qu'on était capable d'enchaîner les parties assez rapidement. Un souci qu'on a eu, ou pas vraiment un souci, mais quelque chose qui m'avait déçu de la saison 1, puis tu pourras me confirmer si c'est le cas de ce que tu as vu dans la saison 2, c'est que dans certains mois, dans la saison 1, j'avais l'impression que il y avait presque rien qui se passait, là. Tu sais, on avait 12 parties, mais au final, on aurait pu en avoir 8, puis j'aurais eu l'impression que j'aurais été plus intrigué, plus sollicité de découvrir le jeu, tout ça, parce qu'à 12, j'ai au moins 2-3 mois en tête où je me disais, bon, ce mois-ci, il s'est rien passé d'intéressant, c'était juste pour rajouter une partie à l'expérience de jeu. Ouais, mais non, en fait, c'est ça que j'aime, en fait, principalement, là, c'est que actuellement,
On a encore le même principe, le système en fait d'accomplissement des objectifs. Et quand on fait ces objectifs-là, on a à peu près peut-être 5 ou 6 objectifs qui sont devant nous, puis on peut décider de les faire de différentes manières. On peut décider de s'en aller vers une direction, comme je dis, on peut découvrir en fait une nouvelle partie d'un continent. On peut découvrir un nouveau havre qui appelle, qui sont des espèces d'îles, des espèces de points en fait des points portuaires directement sur l'océan. Puis quand on les découvre, ben là ça nous accomplit un objectif. Donc il y a jamais rien. Il y a toujours de quoi qui se passe dans le fond, puis ce qui se passe dépend seulement des joueurs, puis de notre intention, puis de ce qu'on veut faire. Puis ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis t'amenais un point aussi que je trouvais vraiment, vraiment désagréable. En effet, dans Pandémie Legacy saison 1, on accumulait les règles. On avait le jeu de base, et là, à un moment donné, on ajoutait une règle, on en ajoutait une nouvelle, puis ainsi de suite. Ce qui faisait en sorte qu'on avait de plus en plus de restrictions. Alors que là, dans Pandémie Legacy saison 2, on a de plus en plus d'opportunités, c'est-à-dire que les nouvelles règles qui s'ajoutent jusqu'à maintenant sont des nouvelles actions qu'on peut faire. Donc, des fois, Nancy a fait « Ah oui, c'est vrai, on a le droit de faire ça. » Puis je dis « Ben oui, on a le droit de faire ça. » Tu sais. Fait que c'est pas nécessairement négatif, en fait, qu'elle oublie cette règle-là parce que ça l'empêche pas de faire... En fait, ça l'empêche pas de faire quelque chose. C'est juste qu'elle prend pas l'opportunité de pouvoir faire de quoi de concret avec qu'est-ce que le jeu lui offre. T'sais, donc ça, moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est le fun jusqu'à date, là, de voir comme cette espèce de monde s'ouvrir plutôt que d'avoir le monde qui se réduit puis qui se restreint de plus en plus, comme j'avais vécu avec Pandémie Legacy saison 1. Puis à chaque mois, on fait quelque chose de nouveau selon notre désir personnel. Puis ça, pour moi, c'est un plus-value vraiment. Donc, Rob Davio, peut-être que là, OK, il a peut-être compris de quoi là avec celui-là. Ben, pour ma part, j'ai pas fait Pandémie Legacy saison 1. C'est un jeu qui m'avait toujours tenté, mais j'ai malheureusement pas la crowd pour jouer à ça. J'ai une copie en ma possession de la saison 2 que j'avais acheté à rabais. Je m'étais dit peut-être bien à un moment donné si je ferais la 1, mais là Vince, si tu me dis que la 2 tu l'as préférée, puis d'un autre côté ça ferait peut-être commencer par la 2, ça me permettrait peut-être de la jouer tout simplement parce que j'ai quand même pas acquis la saison 1 non plus là. Mm-hmm. Mais toi de toute façon tu sais toi Sylvain anyway justement là tu sais il y a des jeux que toi tu joues plus en solo ces temps-ci là, qui ont un peu cette espèce de côté évolutif là, si je me trompe pas là, de ce que j'avais compris puis de ce quand on discutait ensemble là, dernièrement. Mais j'ai toujours été douteux de jouer à Pandémie en solo, même en contrôlant plusieurs personnages. Je sais pas si c'est le genre d'expérience que j'aimerais. OK, puis mais c'est ça, mais moi j'avais en tête, mettons, tu sais, je t'ai vu publier quelques photos justement de Marvel Champion, tu sais, qu'on a comme... Tu sais, est-ce que tu joues plusieurs personnages à Marvel Champion quand en fait, Marvel Champions, c'est justement d'ailleurs un des jeux que je joue beaucoup de ces temps-ci. Mais non, à celui-là, il y a un mode qu'on peut jouer en solo. On peut jouer plusieurs personnages, mais on peut jouer uniquement en pur solo, j'appelle là. C'est un mode, il y a de plus en plus de jeux habituellement qui utilisent plusieurs personnages, qui commencent à faire ça, un mode solo pur là. OK. Mais du moins, c'est ça. Fait que, en tout cas, c'est ça. T'avais-tu terminé avec Pandémie? Je veux pas... Oui, moi, j'avais pas... Bon. C'est ça, là, je pense que... Justement, parlant de Marvel Champions, ça, c'est un jeu, j'en parlais justement en solo. C'est un des jeux que j'ai joué énormément dernièrement. Je sais pas si vous l'avez joué. JP, l'avais-tu joué, toi? Oui, j'en ai fait plusieurs parties, okay. Mais je pense que j'ai juste combattu Rhino puis Claw. Okay. J'ai pas essayé les autres vilains. Puis toi, je sais que tu t'es ramassé des nouveaux héros, des packs supplémentaires. Oui. En fait, moi, je me suis dit, c'est le premier Living Card Game, le premier LCG, jeu de cartes évolutif que j'ai choisi d'embarquer à partir du départ. J'avais joué à Lord of the Ring, un excellent jeu, d'ailleurs que Vincent aime beaucoup. C'est d'ailleurs Vincent qui a eu ma collection. Parce que j'ai migré vers autre chose. Donc, Marvel Champions, je me suis dit, tiens, ça va être mon jeu de cartes évolutif que je veux partir du départ et je vais acquérir systématiquement tout ce qui va se faire à chaque mois. T'es courageux? Oui, je suis parti du départ, puis c'est Marvel. Donc moi, je suis un gros fan de Marvel. En ayant ça, puis le pire, c'est que je me suis dit, je vais les introduire de manière graduelle. La preuve, j'ai même pas encore ouvert mes extensions, je les ai toutes.
vraiment systématiquement chacune qui est sortie, mais j'y vais vraiment, je veux vraiment essayer chacun des héros, essayer de fabriquer mes decks, affronter les méchants. Là, j'ai affronté Rhino énormément de fois avec pratiquement tous les héros. Là, je fais le tour de Claw avec pratiquement tous les héros, donc je me donne vraiment le temps de pouvoir déguster ce jeu-là. Puis est-ce que c'est-tu intéressant après toutes ces parties-là que tu as faites, malgré tout, ou tu commences à avoir un peu une certaine redondance? Ah non, pour ma part, moi je dirais que l'élément de construction de deck, parce que ceux-là qui ne le savent pas, Marvel Champions, c'est pas un deck builder, c'est un jeu où on va construire notre deck. Donc un peu comme des jeux comme Magic the Gathering, ou simplement Lord of the Rings, ou Arkham aussi, qui avait un jeu de cartes évolutif. Donc on va construire un deck pour affronter un méchant ou affronter une situation. Donc dans le cas ici, ça donne énormément de rejouabilité parce qu'on peut construire notre deck et le modifier. Donc selon l'ennemi qu'on va affronter, on va commencer avec un deck, mais après ça on va dire ok, ça marche pas, je vais essayer un autre héros, ou je vais essayer une autre combinaison de cartes. Donc l'aspect de construction. Et ce que je trouve intéressant dans Marvel Champions, contrairement avec d'autres jeux du genre, c'est que malgré tout, le jeu nous donne des decks préconstruits, donc on n'est pas obligé de se casser la tête. Si on veut pas jouer le côté de construction, puis de modifier son deck, puis d'essayer de regarder les cartes qu'on a pour essayer de trouver les meilleures, le jeu nous offre des solutions clés en main qui sont quand même intéressantes, puis quand même viables. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, ça fait longtemps que j'y ai pas joué, et ce que j'ai aimé, c'est de découvrir chacun des champions, chacun des super-héros qui vont tout offrir un petit mécanisme différent. Ça, j'ai trouvé ça génial. Il y en a quelques-uns que j'ai pas essayé encore. C'est vraiment satisfaisant. Oui, chaque personnage se joue de manière complètement différente, puis ça donne vraiment une plus-value, parce que oui, il y a le côté jouer son personnage, mais il y a le côté découvrir son personnage. Donc tu fais 3-4 parties avec Spider-Man pour voir à quoi Spider-Man est bon. Donc tu peux choisir après ça de vouloir éventuellement changer les choses dans son deck, mais tu vois chaque personnage. Personnellement, moi, dans les personnages de départ, j'aime beaucoup Iron Man. Iron Man, c'est le fun parce que lui, il prend des morceaux d'armure, puis il devient de plus en plus fort avec ça, puis je trouve que ça donne une belle rampe en tant que tel dans la partie. J'ai pas encore joué, je me suis pas vraiment intéressé au phénomène Marvel Champions, simplement parce que j'ai Lord of the Rings. Exactement, ouais, c'est le ça. card game. Là, par contre, on a une petite problématique parce que le FFG a annoncé en fait que Lord of the Rings allait s'éteindre, donc va falloir soit que je cours après les différentes extensions qui vont coûter hyper cher sur le marché de l'usager, ou tout simplement que je change de jeu carrément. Là, donc on verra ce qu'il y en est, là, mais c'est définitivement un jeu que j'aimerais bien essayer lorsqu'on va se croiser un jour. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Oui, excuse-moi, JB. J'ai dit, on jouera pas à 4 par contre. Là. Exactement ce que j'allais dire. En fait, le problème de ce jeu-là, c'est que en solo, il est excellent parce que les parties en solo vont durer à peu près 20-25 minutes. Lorsqu'on joue à 2 joueurs, et là, j'ai joué quand même quelques parties à 2 joueurs, ça reste un jeu très dynamique. Et là, c'est le fun parce que là, il y a de l'interaction, c'est coopératif, on peut s'aider. Mais là, la partie va prendre soudainement 45 minutes. Ouais, c'est ça, moi aussi, j'ai trouvé plus long. On rajoute un 3e joueur. Oh! Là, l'interaction est un peu plus lente. Oui, on peut interagir avec les autres personnages. C'est le fun, il y a un gros challenge, l'ennemi est plus difficile. Mais là, on tombe à 1h30, 1h45. OK. Donc, puis, si on joue à 4 joueurs, et je n'ai pas joué à 4 joueurs, mais j'ai quelques personnes que je connais qui ont joué, on parle d'une partie de 2h30. Ce n'est pas un jeu de 2h30. Non, merci. Puis au niveau du challenge puis de la thématique, comment est-ce que vous le compareriez avec, mettons, Legendary Marvel? Ah, en fait, c'est pas Legendary du tout là-dessus. Pour le comparer avec quelque chose qui ressemblerait, il est plus facile, je pense, de prise en main que Lord of the Rings. Parce que Lord of the Rings, tu dois constamment modifier ton deck. Je pense que c'est la 3e mission du scénario de base qui est comme impossible à faire. Oui, est impossible sans les extensions. Là. Juste côté thématique ou quoi que ce soit, oui, mécaniquement, les jeux sont pas comparables. Tu parlais, Vince, de Legendary, mais côté thématique, je trouve tellement que Legendary est sec. Il y a aucune explication derrière les cartes ou quoi que ce soit, ou les vagues d'ennemis, ou les décisions qu'on prend, ou quoi que ce soit, tandis que dans Marvel Champions,
il y a quand même une progression qui est là. Bon, on se raconte pas une histoire ou quoi que ce soit, là, mais ça fait plus de sens dans un sens. Oui. Il y a un petit côté, parce que ça, c'est quelque chose que Lord of the Ring, puis je pense qu'Arkham font mieux que Marvel Champions, c'est de pouvoir avancer dans une histoire, mais Marvel Champions va le faire éventuellement. La prochaine extension qui va sortir, ils vont sortir un volet, une campagne. Ok, j'ai bien de voir ça. Ok, scénario avec une. Ok, c'est intéressant. Ouais. Piquer ma curiosité, probablement que ça pourrait être un achat pour le prochain mois, qui sait. Who knows? Hey, de mon côté, les gars, vu qu'on parle, mettons, plus en détail d'un titre, je pense que je vais vous parler de Cloudspire. Oh, quelle surprise! Non, mais je prendrai pas trop de temps pour parler de Cloudspire, j'en ai parlé déjà pas mal sur la chaîne, mais je suis content d'avoir eu l'occasion de tester d'essayer les 2 nouvelles factions que la campagne qui vient de se terminer à l'instant, il y a exactement 25 minutes au moment de filmer cette vidéo, propose. Donc, je trouve ça intéressant. Ce que j'aime beaucoup de Cloudspire, puis Vince, tu as joué, tu pourras peut-être me donner ton feedback là-dessus, c'est que chaque faction est comme vraiment là, un jeu en soi. On découvre chaque faction, puis dès que... Moi, je me souviens, quand j'ai ouvert la boîte, tu sais, j'avais lu plein de choses sur Cloudspire, j'avais vu des vidéos, puis quand j'ai reçu mon jeu, on dirait que j'avais tout oublié. Puis quand j'ai ouvert puis j'ai regardé là, qu'est-ce que les Brownen c'était, je me dis aïe, ok, il y a donc bien de choses à prendre en considération dans cette race-là, il y a donc bien de choses à explorer. Puis après ça, tu regardes les Heirs. Oh wow, ok, eux autres sont capables de faire telle chose. Les Grove Tenders, les Narora. Puis là, les 2 factions qui étaient proposées dans la campagne qui vient de se terminer, j'avais peur au départ que ça soit un peu redondant ou que ça soit plus à plat, mais on réussit à vraiment proposer des choses très, très, très rafraîchissantes qui sortent un peu du cadre habituel de ce qu'on a vu avec les races précédentes. Toi, de ton côté, Vince, je sais que tu as joué pas mal ces temps-ci à Cloudspire. Oui, en effet, là, ça a été comme un peu mon go-to game en solitaire. Je dirais que là, pour l'instant, je pense que... En fait, j'ai l'impression que je me rends compte en fait définitivement que le jeu solitaire, c'est pas quelque chose que j'apprécie personnellement. Moi, j'ai besoin d'être avec d'autres joueurs, j'ai besoin d'interagir, d'être devant une table tout seul pendant à peu près 1h30, 2 heures, à faire un casse-tête. C'est pas inintéressant, c'est pas quelque chose que je déprécie. Mais c'est définitivement, pour moi, j'ai encore de la misère à m'asseoir puis faire, ok, bon ben tu sais, c'est du bon temps investi. On dirait que j'ai tellement de choses à faire dans la vie que de m'asseoir puis de jouer un jeu solo, on dirait que c'est pas fait pour moi. Et là, j'ai l'impression pour l'instant d'un peu avoir atteint un pic avec Cloudspire parce que je trouve que justement, j'ai joué les Brownen. Le premier scénario m'a duré 6 heures de temps. Puis là, j'ai forcé, j'ai travaillé, j'ai vraiment été de tous les différents angles. J'ai vraiment essayé de jouer avec tous les engrenages des Brownen. Et là, à la fin de la campagne des Brownen, tu te dis, ok, bon ben là, je sais comment bien jouer le jeu. Donc là, je vais commencer à rouler les affaires. Puis là, pour l'instant, avec les Heirs, j'ai pas trouvé qu'il y avait comme tant de différence que ça. Probablement parce que justement, on est toujours confronté dans la campagne des Brownen aux Heirs, donc on devait habituer à les voir jouer. Donc là, on est habitué de voir les mêmes caractéristiques. Tu sais, c'est peut-être ça justement que là, j'ai peut-être faudrait que je passe au Narora, puis voir aussi les Grove Tenders. Mais j'ai l'impression que là, maintenant, le jeu, j'ai beaucoup moins de difficultés à saisir les scénarios puis à compléter les objectifs d'un scénario, contrairement, mettons, aux premières fois que je jouais où est-ce que je recommençais à plusieurs reprises. Puis c'est ça que j'aimais beaucoup. C'est le fait que le jeu me permettait vraiment de comme me lancer puis d'essayer encore et encore d'échouer, de recommencer, d'échouer, de recommencer. Puis là, c'est arrivé dans les Heirs, je dirais probablement les 3 scénarios que j'ai faits. J'ai peut-être recommencé une fois, puis j'ai recommencé une fois parce que c'était des règles que j'avais mal appliquées. Puis je me suis dit, bon, je vais recommencer juste pour recommencer. Puis finalement, ça roulait
très bien, voire trop bien. Je complétais les 2 ou 3 objectifs. Toi, dans le fond, est-ce que tu avais joué les Narora et les Grove Tenders, leur campagne dans le jeu de base, ou tu t'étais arrêté aux Airs? Ouais, moi je m'étais arrêté aux Airs. J'ai même pas exploré les Grove Tenders et les Narora en solo. Je les ai joués en mode compétitif. Une chose que je sais par rapport au mode solo, c'est que, en tout cas que je me souviens avoir lu, c'est que le mode solo est proposé en termes de complexité croissante, là, au sens où est-ce que on commence avec les Bronnen qui sont vraiment plus straightforward, là, qui sont les plus simples, si on veut. Et volontairement, on te met les Airs juste après parce que tu as joué comme 3 des 4 scénarios contre eux. Donc, tu as déjà vu justement comment ils jouent. Tu les apprends un peu plus, vu que tu te bats contre eux. Maintenant, on change juste de bottine. Tu les incarnes. Donc, il y a ça un peu à travers le mode solo. C'est que pour quelqu'un qui n'a pas l'opportunité de jouer en mode compétitif pour apprendre à connaître les factions, en jouant à travers la campagne, il va être capable d'un groupe de scénarios à l'autre, de voir un petit peu comment les autres factions se jouent. Moi, dans les 2 premiers scénarios des Airs, j'ai pas non plus ressenti la grosse difficulté du premier scénario des Bronnen, qui est vraiment quelque chose qui... Le 4e aussi, ou le 3e, qui est quand même un bon défi. Fait qu'il y a ça, mais à chaque fois que je replonge dans Cloudspire, j'ai beaucoup de plaisir. J'ai essayé pour la première fois aussi, c'est vrai, je vous en ai même pas parlé, le mode Endless, le mode sans fin, où est-ce qu'on fait juste se battre contre des vagues sans fin, littéralement, là, des vagues éternelles d'ennemis qui déferlent vers notre forteresse, comme les jeux de Tower Defense qu'on peut jouer sur notre cellulaire. C'est super intéressant, très, très, très difficile parce que tu n'as aucun revenu de source à chaque manche, comme dans le mode solo. Mais en plus, les ennemis que tu tues dans ce mode-là ne te rapportent pas la source qui est écrite sur le token. Peu importe l'ennemi que tu terrasses, tu vas récolter seulement une source. Donc, c'est tellement, tu dois maximiser chaque source que tu dépenses. Mais j'ai trouvé ça super, quand même, comme alternative pour apprendre à jouer les factions. Alors que dans ma tête, je me disais, c'est seulement le mode solo qui me permet d'apprendre les factions si je suis tout seul. Mais là, je viens de découvrir le mode Endless. J'ai bien hâte de replonger là-dedans. Là, je trouve que c'est très intéressant. Puis, avant de terminer, sur Cloudspire, j'en profite pour juste donner une petite information que j'ai vue il y a quelques minutes sur la campagne qui est terminée. C'est qu'il y a un des derniers stretch goals qui a été débloqué. Ben, je ne sais pas s'il y a des gens qui s'intéressent à Cloudspire qui nous écoutent, mais le dernier stretch goal secret qui a été débloqué, c'est une carte mystère, en fait, qui est un clin d'œil, un Easter egg, une information cachée pour pointer vers une des prochaines factions qui va sortir en 2021, qui va s'appeler The Shada, qui sera un peuple d'élémentaires, d'elemental, je sais pas c'est quoi la traduction française de ça, des élémentaires, de feu, peut-être d'eau, de terre, d'air. Donc, je trouvais ça intéressant là, de mettre une carte promo un peu comme Stretch Goal qui fait juste un petit clin d'œil pour dire on a d'autres choses en lien avec Cloudspire pour vous l'année prochaine. OK. Là, tu piques ma curiosité par rapport au mode Endless, là, mais j'ai trouvé ça intéressant. Mais je pense que moi j'aimerais ça essayer ce jeu-là en fait en 2 contre 2 là, justement style tournoi là, tu sais, que tu arrives avec ton partner puis que là on a comme une vingtaine d'équipes puis que là on tu sais vraiment là un round suisse là ou quelque chose comme ça. J'aimerais vraiment ça essayer ça là, tu sais ça ce serait quelque chose que je trouverais vraiment vraiment intéressant d'essayer avec Cloudspire là, tu sais peut-être un tournoi école du jeu, tu sais à un moment donné qui sait. Ouais, toi et moi, on se mettra en équipe contre, je sais pas, là, Martin Lafrenière, puis qui qu'on connaît aussi qui a Cloudspire, qui l'aime beaucoup. Martin Montreuil, sûrement. Martin Montreuil, je pense pas qu'il y a Cloudspire. Penses-tu que... Je sais même plus s'il y a Cloudspire.
J'en ai pas entendu parler. Mais it's just us against the world, JP. C'est ça, exact. Moi, je vous laisse parce que Cloudspire... Il y a un jeu que tu veux nous parler aussi? Oui. Ben, on parlait de solo. Vince disait qu'il était pas un gars de solo. Je dirais que le truc, c'est de trouver le type de jeu solo qui te plaît. Puis ça, bon, j'en ai parlé beaucoup dans mes vidéos que j'ai faites récemment, ma série de jeux là-dessus. C'est trouver des fois le bon jeu. Puis moi, souvent, un jeu trop long, comme Cloudspire, justement, en solo, je perdrais probablement le fil. Habituellement, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais tout récemment, j'ai découvert le jeu Space Corps. Space Corp est vraiment un jeu d'exploration spatiale. C'est vraiment un jeu 3X. Non, pas dans le sens comme ça, dans le sens de exploration, exploitation. C'est quoi l'autre? Extermination. Non, c'est tout sauf l'extermination, en fait. Explore, exploit. Exploit. Hein? On le cherche tout, hein? Expand. Expand. Voilà. Explore, exploit, expand. Hein? C'est. Et voilà, donc finalement, en gros, c'est un jeu d'exploration. Donc non, on n'aura pas de combat à faire contre personne. Ça mise vraiment sur l'exploration. Ce qui est intéressant avec Space Corp, c'est qu'on va contrôler une corporation et on va devoir tenter de faire le plus d'argent. Mais en faisant ça, ça va être vraiment d'envoyer des équipes. Et là, on a un système, et je dirais que c'est un jeu de GMT Games, qui sont reconnus pour les jeux de guerre, souvent historiques, avec des règles assez lourdes. Space Corp, à la base, ça peut sembler un peu intimidant, mais quand on a bien assimilé le concept, c'est vraiment, vraiment très, très facile. Parce qu'en gros, c'est un système de cartes qu'on va jouer et on va réaliser des actions. Sur les cartes, il y a des différentes actions. Exemple, move, donc se déplacer, avec un chiffre. Donc ça veut dire que si de ma main, je joue 2 cartes move 2, ça veut dire que je peux me déplacer de 4. Ultimement, c'est juste ça, on va faire une action, on va défausser des cartes. C'est presque comme Ticket to Ride si on veut, parce qu'on va placer des choses comme ça. Ceci dit, c'est là que la référence s'arrête, parce qu'on va devoir optimiser ces cartes-là pour explorer le confin du système solaire. Donc, premièrement, l'exploration spatiale, moi, c'est un thème qui me plaît beaucoup. Science-fiction, oui, mais c'est fait de manière très, quand même, plus réaliste. Donc, ce qu'on va faire, c'est que justement, en se déplaçant, et là, le jeu est un jeu assez long. Parce que oui, comme les GMT Games, c'est un jeu qui peut prendre possiblement peut-être 2 heures, 2 heures et demie peut-être. Et là, comme je disais tantôt, moi, les jeux longs, c'est pas quelque chose qui me branche. Fait que là, ça vient complètement scraper ça. Mais le jeu est fait en 3 époques. Ce qui est le fun, encore une fois, avec Space Corp, c'est qu'après la première époque, on va changer complètement le plateau de jeu. Donc oui, on garde notre petit hub, notre petit plateau à nous personnel, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de choses là-dessus. Et là, toutes les stations spatiales, les tokens d'exploration, les découvertes qu'on va avoir faites sur le plateau de jeu, eh bien, ça va être complètement enlevé. Et là, on va évoluer à la prochaine époque. Et là, on va sortir un autre plateau de jeu qu'on va placer. Et fait que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut simplement, après avoir fait une époque, ranger le jeu et vraiment le ressortir. C'est comme un save game si on jouerait un jeu vidéo, parce qu'on ferme complètement le plateau, donc pas besoin de se rappeler sont où tous les tokens, on garde simplement là où les cartes qui nous restaient sur notre plateau de jeu à la fin, c'est-à-dire 1 ou 2 cartes, et c'est vraiment ça. Fait que c'est vraiment que on va rouler ça et on peut le mettre justement, le serrer, le ressortir. Fait que je peux jouer en 1 soirée, 2 soirées ou 3 soirées, puis ça fait en sorte que pour un jeu de ce poids-là, ça me donne vraiment une satisfaction vraiment incroyable. Puis, as-tu l'impression que c'est un jeu que tu jouerais avec d'autres joueurs? Je suis curieux de le jouer avec plusieurs joueurs, peut-être bien 2 joueurs pour s'habituer, parce qu'un coup qu'on comprend bien les règles, là, c'est vraiment fluide, ça roule très rapide, les tours prennent quelques secondes à peine, parce qu'on fait simplement une action, on les réalise, c'est l'autre joueur. Donc je suis vraiment curieux de voir qu'est-ce que ça va avoir de l'air avec 2 joueurs au moins. Mais là, est-ce que ça, c'est un jeu qui est... tu parles qu'il n'y a pas d'Extermination, GMT qui est habituellement une compagnie qui fait des wargames. Oui. Là, dans le fond, c'est quoi qu'on fait? Ça va être en faisant des points de victoire, donc c'est plus comme un style euro, genre gestion de ressources? En fait, on va devoir générer des colonies, on va devoir faire des bases spatiales, produire de l'argent, en faisant des découvertes. Donc, on va explorer le système solaire, ensuite l'univers, et en découvrant différents objets comme ça, on va pouvoir essayer de les coloniser, placer nos bases, déplacer nos astronautes, créer des raffineries ou créer un paquet de bâtiments différents sur ces colonies-là qui vont nous faire prospérer. Puis comment est-ce qu'on gagne, en fait? C'est un nombre de points? C'est l'argent, c'est le profit. C'est l'argent qu'on va faire au courant de la partie. C'est comme des points de victoire si on veut. Mais en général, de la production, on fait de l'argent. Et cet argent-là, c'est des points de victoire à la fin de la partie.
OK. Parce que c'est ça, je regardais la page sur la page BGG, il disait que le meilleur compte selon les votes et le résultat, c'était 3 joueurs. De la manière que tu m'en parles, en fait, ça me fait beaucoup penser à Space Empires 4X, qui, contrairement, par contre, à celui-là, le Extermination est à l'essence même, en fait, de la fin de partie, c'est-à-dire que dans Space Empires 4X, la partie se termine quand un joueur est éliminé, puis les autres qui ne sont pas éliminés comptent leur argent. Tu piques ma curiosité définitivement, je trouve ça a l'air très intéressant, surtout que, bon, habituellement, quand on a du pen and paper, là, dans un... Est-ce qu'il y a du pen and paper dans ce jeu-là? Non. OK. Donc, c'est vraiment, en fait, tu construis vraiment... C'est un peu un genre d'engine building ou... Plus une gestion de cartes. On va devoir gérer nos cartes, les cartes d'action qu'on va faire pour les réaliser. Donc, le concept du jeu, à la base, est très, très simple. Et c'est ça qui va vraiment, vraiment chercher le gros plaisir que j'ai avec celui-là. OK. Ah, ben écoute, ça m'intéresserait. Moi, c'est sûr certain que quand on va se voir, je serais partant, en fait, de l'essayer. Oui. Là, non, j'aime vraiment ça. Parce que oui, il y a un petit côté de course, parce que le premier joueur à sortir du plateau, si on veut aller explorer l'espace, va avoir des bonus substantiels. Fait qu'il y a un petit aspect course, mais est-ce qu'on s'établit pour essayer de générer plus de profit, ou on essaie d'aller plus loin pour pousser les autres un peu? Fait qu'à plusieurs joueurs, j'ai l'impression que c'est ça qui va être vraiment intéressant. Intéressant. Allez, les gars, je vous écoute parler, vous êtes super intéressants, mais là, on a parlé de 4 titres en 35 minutes. Et je me mets à la place de nos auditeurs et moi, je vous propose qu'on dise en rafale les titres qu'on a joués dans les derniers jours. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Donc, vas-y, mon JP. Je vais vous dire que j'ai joué à Traintopia, j'ai fait une vidéo pour le présenter. J'ai joué à Dust in the Wings, un petit jeu vraiment là, pour enfants ou pour très très jeunes ou adultes qui jouent avec son enfant. Nidavellir également, qui était un bon coup de cœur pour ma femme et moi. Rolling Realms, jeu de Jamie Stegmaier qui a proposé pour jouer via le média d'Internet. Et Gagne ta maman ou ton papa, qui est un petit jeu de blocs, de construction, reproduction. J'ai joué avec ma fille. Il y a d'ailleurs une vidéo qui va sortir très prochainement. Je sais pas quand ça va sortir, en fait, que j'ai fait avec ma fille. Donc, moi, ça a été mes expériences des dernières semaines dans mon contexte de confinement. Vas-y donc, moi, je suis curieux, Sylvain, les autres que tu as parlé. Ah ben je vais y aller quand même assez bref. En gros, moi aussi, bon, il y a certaines vidéos que j'ai fait récemment, LT Art Hospital, que j'avais beaucoup aimé. Mais un autre jeu que j'ai joué, et là, c'est sur TTS, Tabletop Simulator. J'ai joué à un Kickstarter qui est présentement presque fini. Il reste quelques jours, je pense, à la campagne, qui s'appelle Planet Unknown. Planet Unknown, un petit jeu de placement de tuiles vraiment sympathique. C'est très léger, par exemple. Il faut pas s'attendre à grand-chose. Mais moi, c'est le genre de jeu qui sort facilement. Puis c'est le genre de jeu que j'aime beaucoup. Donc oui, l'aspect de luxe, l'aspect Kickstarter, ça va probablement coûter plus cher, quoi que ce soit. Mais c'est un petit jeu de tuiles super accessible. Puis j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Parfait. Ben pour ma part, moi, écoute, j'ai joué à plusieurs jeux sur Tabletop Simulator. Mais sinon, moi et ma femme uniquement, on a joué à Antiquity, qui est un jeu extraordinaire de Splatterspiel, Monsieur Jeroen Doumen et Joris Wirzenga. Ensuite de ça, Pax Pamir sur Tabletop Simulator. Undaunted Normandy aussi, qui est un jeu que je trouve vraiment, vraiment, vraiment cool. Probablement que je vais vouloir me procurer une copie très bientôt, que j'ai joué sur Tabletop Simulator. Et un autre jeu que j'ai joué sur TTS et que j'ai très, très hâte d'essayer en vrai, c'est Nemesis. Donc, si vous me permettez, les gars, je vais faire la transition avec les jeux qu'on a hâte d'essayer. J'ai envie de vous parler de Nemesis, moi, les gars. Nemesis, ça nous vient d'Awakened Realms, qui est toujours reconnu en fait pour ses productions un peu hors normes et ses jeux très dégoulinants de thématiques. Est-ce que qu'est-ce que vous avez entendu parler de Nemesis?
Nemesis, moi j'ai entendu parler que c'était Alien, le film, mais dans un jeu de société. J'ai entendu dire aussi que c'est un semi-coop, avoir un trade, genre quelqu'un qui veut nous emmener sur Mars plutôt que sur Terre. Ça te dit quelque chose, Vince? Oui, ça me dit quelque chose, ça. Toi, Sylvain, ça te sonne-tu familier, Nemesis? Tu sais quoi de ce jeu-là? Oui, en fait, je sais que c'est un jeu qui a été quand même assez populaire. Les gens qui l'ont reçu par Kickstarter, comme JP disait, c'est littéralement Alien en version board games qui ne porte pas ce nom-là. J'écoute The Secret Cabal Gaming Podcast, un podcast anglophone, et eux, ils ont vraiment apprécié ce jeu-là, mais vraiment beaucoup. Oui, si vous n'avez pas en fait écouté le live YouTube que j'ai fait sur la partie que j'ai faite sur TTS, je vous encourage fortement à aller jeter un œil. Il y a plusieurs personnes qui nous ont suivis tout le long de la partie. Il y en a même qui ont continué d'écouter la partie, ils ont écouté toute la partie au complet. Évidemment, ils l'ont divisé en quelques segments, étant donné que c'était quand même une partie très longue, mais ce jeu-là est fascinant, les gars, incroyable au niveau d'apporter le thème. Je me rends compte de plus en plus que pour moi, quand on veut amener un thème, faut pas juste des grosses figurines de plastique. Moi, ce que j'ai besoin, c'est qu'il y ait des mécaniques qui soient concrètes, qui soient rattachées au thème, mais au-delà de ça, qu'on ressente le thème qui est véhiculé à travers l'interaction, puis à travers ce qui va être généré autour de la table, que les joueurs se prennent au jeu. Puis dans Nemesis, on se prend au jeu fois 1000. Tu sais, JP faisait une blague par rapport au fait que je voulais amener tout le monde sur Mars. Mais tu sais, je repensais à ça, là. La partie que j'ai jouée, c'était littéralement comme un scénario potentiel de Alien, là. Tu sais, le capitaine de vaisseau que j'étais, qui a comme sa mission secrète d'amener le vaisseau sur Mars, alors que les autres veulent retrouver leur famille, puis que finalement, bon, le capitaine se dit, ok, bon, ben si on amène le vaisseau sur la planète Terre, faut détruire le nid, puis que finalement, bon, ben son équipage au complet le laisse crever dans le nid, avec la mer. Il s'est fait avoir vraiment, mais tu sais, mon gars, Ridley Scott aurait dû écouter cette vidéo-là là, pour avoir du jeu, pour des idées pour un prochain scénario. Là. Moi, je voyais là, l'équipage préparer une mutinerie contre le capitaine. Là. La thématique était là, t'as raison. Tu sais, c'est le fun. C'est le fun parce que c'était agréable à jouer sur Tabletop Simulator, mais j'imagine que autour d'une table avec une trame sonore, avec des joueurs qui sont dans l'émotion du moment, tu sais, probablement que j'aurais pu essayer de mentir, j'aurais pu mieux mentir, c'est sûr, avec mon visage de Don Juan qui ne mange jamais. Mais tu sais, définitivement, là, c'est le fun. On se perd dans le jeu. Le côté du hasard aussi. Souvent, on dirait que j'accepte de plus en plus le hasard quand le hasard crée des situations. Quand c'est juste du hasard pour faire du hasard, puis qu'au final, bon, tout est basé sur des coups de dés, c'est plus ou moins intéressant. Alors que là, tout le hasard du jeu vient vraiment prendre forme puis vient donner une saveur particulière à chaque partie. Donc c'est ça, moi c'est vraiment un jeu que j'ai énormément hâte de jouer. D'ailleurs, je me suis trouvé une copie là, je suis très chanceux, mais je me suis trouvé une copie et j'ai vraiment hâte de le mettre sur la table, d'être 4 joueurs à la maison et qu'on joue à ça puis que on se chicane un petit peu. Donc puis aussi un mode solitaire. Peut-être que ça serait peut-être plus dans mes cordes, étant donné que c'est plus thématique, enfin bref. Donc moi, c'est vraiment un jeu que j'ai hâte de jouer en vrai. J'ai joué 2 parties sur TTS, sur Tabletop Simulator, et là, j'attends juste de jouer une vraie game chez nous, dans mon sous-sol, ou peut-être même avec vous autres, les gars, dans une convention, tu sais. Je dirais pas dans une partie, moi. Ouais, même chose, moi, ma curiosité était piquée dès le Kickstarter.
quand le jeu a commencé à arriver aux backers, là, j'étais jaloux. Puis après avoir assisté un peu à votre partie sur TTS, je suis vendu. Je me demande, est-ce que tu sais d'ailleurs, Vincent, si le jeu va être disponible, redisponible bientôt en magasin? Y a-t-il un retail ou quoi que ce soit? En fait, il y a la version, oui, en magasin. Celle-ci est pas... je sais pas, en fait, quand est-ce qu'elle va redevenir disponible. Awaken Realms comprend qu'il y a une demande par rapport à ça. Mais présentement, ils ont un peu la tête ailleurs. Ils sont en train de préparer, en fait, une nouvelle campagne Kickstarter pour un stand-alone de Nemesis qui va être au mois de mai ou au mois de juin, je pense. Présentement, là, dans les prochains mois qui arrivent. Donc, je pense qu'ils ont pas mal la tête avec ça, mais pour moi, Nemesis, je pense pas que ça va être un titre qu'on va voir disparaître, là. Bien au contraire, là. C'est pas pour rien, d'ailleurs, Nemesis, là, je sais pas si vous avez remarqué, mais il a grimpé, là, vraiment, vraiment rapidement dans le top 50 des meilleurs jeux sur Board Game Geek, qui est actuellement au niveau 35. C'est fou, là. Je veux dire, ce jeu-là, il y a à peine quelques copies, là. Il y en a pas beaucoup, là, dans le monde. Puis déjà là, il a pris d'assaut le monde du jeu de société, là, tu sais. En fait, un des éléments, moi, de Nemesis qui m'avait impressionné, c'est que des jeux et des miniatures, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup sur le marché. C'est un marché qui est très saturé. Puis les gens veulent tous se relancer avec leur prochain jeu de miniatures, avec du plastique pour du plastique. Mais Nemesis a des mécanismes de jeu très, très bien ficelés en arrière de ça. Donc, le concept du jeu est vraiment bien pensé. Puis c'est ce qui fait en sorte que ça le démarque. Donc, à mon avis, les gens étaient peut-être un peu plus hésitants au départ en se disant, bon, encore un énième jeu de miniature. Mais c'est plus que ça ressemble. Donc, il y a vraiment plus de profondeur que les gens s'attendaient et des mécanismes de jeu qui sont également mieux ficelés. Moi, c'est là que mon expérience de Nemesis s'arrête. Ah ben, Vince, t'as double piqué ma curiosité. La mienne aussi, je dirais pas non une partie en convention quand on va se voir. Ah oui, puis on ajoutera un quatrième joueur là, qui mettra bien du piquant. Tu sais, un Mathieu là, autour de la table, Mathieu Ouellette, là, ça serait peut-être pas pire. Ouais, j'avoue. Hey Vince, Sylvain, je veux dire, vas-y donc avec toi le jeu parmi ta sélection que tu as le plus hâte de jouer ou de rejouer ou d'essayer de découvrir avec des vrais humains. Avec des humains, parce que oui, c'est un terme que j'utilise des fois en me disant « Hey, j'ai hâte de jouer avec des humains ». Une expérience de jeu autour d'une table, ça remplace pas, parce que oui, TTS est là, Tabletop Simulator, ou même les jeux que ce soit comme, mais ça remplace pas une partie avec des gens. Comme Vincent disait, je pense que c'est ça. Je pourrais profiter de l'occasion pour dire que je m'ennuie de jouer à Warhammer. Je partirai pas sur une tangente de Warhammer cette fois-là. En fait, au contraire, il y a un petit jeu que j'ai très hâte de jouer, et là, on est vraiment loin du gros jeu meaty, tout viandeux comme Vincent. Moi, j'ai fait l'acquisition récemment de Echoes First Continent. Je sais pas si vous avez déjà vu ce jeu-là. Est-ce que c'est le jeu avec des petits tokens d'animal tout cute? Exactement. C'est des belles tuiles colorées, des petits animaux qu'on va placer. Donc, le thème écologique est très sympathique parce que on va créer la terre, la façonner avec des montagnes. Et là, je tiens à vous dire que le matériel est vraiment impressionnant parce que les tokens de montagne, ils sont gros et pas à peu près. Mais à la base, qu'est-ce que c'est ce jeu-là? Je vais le dire, c'est très simple, c'est un bingo de gamer. Donc c'est vraiment un jeu de bingo parce que on va à notre tour brasser un sac et on va sortir des runes comme des gros jetons et on va appeler justement l'icône qu'il va avoir. Et là, les joueurs vont regarder sur leur tableau, ils vont pouvoir recouvrir avec des petits cubes certains endroits. Oui, c'est vraiment comme le concept du bingo. Là, à la base, on se dit comme, OK, pourquoi qu'un bingo, ça te stimule tant que ça? Je dirais que c'est un jeu qui est très accessible, mais passer le matériel, c'est un jeu qui a l'air super intéressant parce qu'on va devoir compléter des objectifs. Donc, placer des animaux, les déplacer, faire en sorte qu'ils soient sur différents territoires. Et on a tout l'aspect puzzle de ce jeu-là. Et c'est ce côté-là qui me plaît vraiment avec Echoes parce que ma relation avec ce jeu-là est drôle parce que quand le jeu est sorti, j'avais vraiment hâte de l'avoir. Ensuite, je me suis comme renseigné un peu, j'ai regardé, puis OK, peut-être finalement, ce sera peut-être pas nécessairement dans mes cordes. Et là, après ça, à un moment donné, j'ai revu quelqu'un en parler, ça a repiqué ma curiosité. Je suis allé lire le livre de règles. Et c'est le genre de jeu que moi, je peux sortir facilement. Parce que je pense pas que c'est un jeu que Vincent
va particulièrement apprécier. Parce que c'est un jeu qui est simpliste. Est-ce qu'il fait vraiment des choses de manière originale? Mais moi, c'est un petit puzzle. C'est le genre de jeu qui sort facilement. Fait que pour moi, c'est ça qui me plaisait beaucoup dans Echoes. Et bon, il n'y a pas de mode solo. Et j'ai vraiment hâte d'être plusieurs pour pouvoir justement le jouer. Puis c'est un jeu que j'ai fait l'acquisition il n'y a pas longtemps. Donc j'ai très très hâte de l'essayer. Parce qu'il y a aussi l'auteur derrière, John D. Clare, il a fait plusieurs jeux que toi t'avais comme particulièrement aimé, là, tu sais, Space Base, Custom Heroes. Oui, exactement. Donc, moi, Edge of Darkness aussi que j'avais bien aimé, qu'il a fait dernièrement. Mais Echoes, en fait, moi, je pense que j'ai été sur le bord mané de réussir à l'essayer, mais ça a juste pas à donner. Quand tu parles de puzzle, c'est quoi? En fait, c'est avec des cartes, Oui, en fait, on va avoir des objectifs devant nous, des cartes qu'on va devoir compléter. Et lorsqu'on va les compléter avec les petits cubes de bingo, bon, l'essence même de la base du jeu en tant que tel, et bien après ça, on va pouvoir placer des jetons. Donc, lorsqu'on va avoir complété la carte, on va pouvoir prendre, exemple, un jeton, une montagne, et la placer. Et là, on va avoir un système de points qu'on va pouvoir faire avec les différents agencements sur le terrain. Donc, on va essayer de placer des montagnes, de placer des animaux, de pouvoir essayer de générer des points comme ça en réalisant des objectifs. OK. Intéressant. Ouais, comme je dis, mais je pense pas, c'est peut-être, JP serait peut-être le genre de jeu qui pourrait sortir plus facilement, mettons, avec sa femme ou quelque chose comme ça. Vincent, c'est peut-être un peu moins dans tes cordes, je pense que c'est peut-être un peu trop familial ou léger, là. Ouais, tu comparerais ça à quoi en termes de complexité? En fait, c'est difficile à dire parce que je n'ai pas encore joué. Ouais, c'est ça. Je dirais que c'est pas nécessairement pour les enfants parce qu'il y a beaucoup de petites choses à prendre en considération. Mais encore une fois, c'est pas un jeu qui est complexe parce que le jeu nous drive avec le mécanisme de base du bingo, là, d'aller chercher les runes comme ça, mais on va pouvoir pousser un peu notre stratégie. Fait que j'ai hâte de voir où que ça se tient ce jeu-là parce que c'est difficile à quantifier pour l'instant étant donné que j'ai pas joué encore. Mm-hmm. Ouais, c'est ça, hein, mais en tout cas, on voit que t'es excité à l'idée. Moi, je trouve que les petits tokens là, avec l'espèce de socle pour les mettre aussi, là, c'est ça, hein? Oui, en fait, un peu comme Nidavellir, on construit le petit rack à tokens et on peut mettre on va les fermer. Donc, on a un lid, on a un couvercle qui vient par-dessus, si on veut, ce petit agencement de carton, et ça fait en sorte que c'est très beau, c'est un display qu'on place. Donc, on sort le jeu, on a juste besoin de sortir ça, on l'ouvre, tous les jetons sont à la bonne place. Donc, la mise en place est vraiment géniale, puis le matériel est vraiment de toute beauté. Ouais, c'est ça. Intéressant. Parlant de Nidavellir, les deux, je pense que c'était dans des jeux que vous vouliez essayer là, avec un plus grand nombre de joueurs que 2 personnes, là, je pense. Sylvain, il n'a pas joué, je pense. Non, j'ai pas joué encore, j'ai très hâte de l'essayer d'ailleurs. Moi, j'y ai joué à 2. J'ai trouvé ça super. Ma femme a bien aimé aussi. Ma femme, ces temps-ci, pas beaucoup partante pour jouer à des jeux de société. Puis quand j'ai réussi à la convaincre de jouer à Nidavellir, elle était un peu comme réticente en se disant, bon, on joue enfin un jeu après 3 semaines qu'on n'a rien joué, puis tu m'en sors un nouveau. Là, puis elle a bien apprécié. Elle a été surprise par la rapidité du jeu. Ça l'a pris 1 heure, incluant les explications, le décompte, puis la partie, les différentes stratégies qu'on peut explorer. Suite à notre partie, j'ai peut-être 2 petits bémols là, avec l'expérience à 2 joueurs. La première, c'est qu'il y a une des stratégies qui devient un peu plus puissante, c'est celle des frères Dwerg, qui fait en sorte que c'est 5 cartes qui font partie de la même famille. Plus que tu réussis à aller chercher de ces cartes-là, plus que ça te rapporte là, vraiment un paquet de points. Si tu réussis à avoir les 5 cartes, je pense que tu as 135 points. Habituellement, avec les cartes habituelles, pour avoir 135 points, il te faut au moins une douzaine de cartes. Donc, à 2 joueurs, s'il y en a un qui commence à aller chercher les Dwerg, t'as pas le choix comme adversaire d'aller l'empêcher. Puis t'es le seul qui peut l'empêcher, tandis qu'à 4 ou à 3 ou à 5, t'as au moins l'opportunité de dire, bon ben, il y a peut-être 2 joueurs qui vont prendre cette stratégie-là. Ça, c'est peut-être mon premier bémol. Ça avait été justement pointé par un de nos abonnés qui avait écrit ça dans les commentaires de la présentation du jeu. Je trouvais que ça avait bien du sens. Et le deuxième bémol, c'est que à la mi-partie, il y a un combat de majorité. Comme dans la plupart des jeux de majorité, à 2 joueurs, toujours un peu moins intéressant. Si c'est pas moi qui est majoritaire, c'est toi. Donc, on perd un peu cet aspect-là, cette richesse-là du nombre de joueurs. Moi, je suis convaincu que
ça va être vraiment parfait à 3 ou à 4. Moi, j'ai très hâte de l'essayer à 3 ou 4 joueurs. Je pense que c'est là que ça va prendre tout son cachet. Exact. Moi, j'ai pas eu nécessairement d'intérêt par rapport à ce jeu-là. Tu sais, vous autres, vous en aviez parlé. Là, évidemment, est venu le temps on en a discuté un petit peu ensemble. Ça n'a pas été un jeu qui m'avait nécessairement que j'avais nécessairement vu, puis j'ai fait, oh my god, il faut que je me procure ce jeu-là. Mais après tout le bon nombre de feedback qu'il y a, c'est sûr certain que ça peut être vraiment un jeu qui est intéressant, particulièrement pour sa durée de jeu, là. Je pense que ça, c'est quelque chose que, pour moi, ça pourrait être gagnant, là, comme en tant que filler, là, entre guillemets. Est-ce que vous le considériez comme un filler? Non, pas moi. En tout cas, là, dans ma tête, un filler, c'est vraiment là, en bas de 15-20 minutes, là. Ouais, non, c'est ça. Mais je pense que moi, c'est un jeu accessible. Puis moi, c'est le genre de jeu qui peut sortir facilement parce que j'ai des amis. Vincent, toi, t'as des amis un peu plus hardcore gamer que moi en tant que tel. Mais mon cercle d'amis proches, souvent, c'est des jeux qui vont être quand même assez rapides. Donc, un jeu qui joue en bas d'une heure, c'est un gros gagnant pour beaucoup de situations. Puis ça permet d'être le genre de jeu que je vais pouvoir sortir souvent. Fait que c'est la raison pour laquelle Nidavellir fait aussi partie des jeux que j'ai hâte d'essayer parce que ça rentre dans un créneau qui est facile à sortir pour moi. Moi, une des choses que j'apprécie beaucoup de Nidavellir, sans lequel le jeu serait correct, serait bon, là, c'est vraiment la nuance du mécanisme d'enchère. Habituellement, dans les jeux d'enchère, tu mets une mise. Puis ce que j'aime pas dans les jeux d'enchères, c'est que moi, je suis très mauvais pour estimer la valeur de quelque chose. Juste quand je vends mes jeux de société, je suis pas capable d'estimer un prix, là. Mais donc moi, quand je veux une carte, je me dis bon, est-ce que je mise 4 pièces d'or ou j'en mise 17? Donc là, je vais peut-être dire bon ben je vais en mettre 17. Puis là, quand tout le monde dévoile sa mise, je me rends compte que tout le monde a misé 2. Moi, j'ai misé 17 comme un colon. Je perds ma mise, puis tout le monde se moque de moi. Tandis que dans Nidavellir, tu gardes toujours ta mise, peu importe comment tu mises, c'est juste pour te donner une priorité de choix, mais tu gardes ta mise. Ça, je trouve ça génial, ça me réconcilie avec les jeux d'enchères, c'est rafraîchissant, puis je suis en amour avec ce jeu-là. Intéressant. Parlant justement de jeux d'enchères, moi, il y a un jeu que j'ai acquis qui va un peu complètement à l'encontre. Ben, ça va vraiment dans un autre pan. Mais ça va nous permettre de continuer avec les jeux qu'on a hâte de sortir, là. Moi, c'est un jeu... J'ai eu un trip, les gars, moi, ces temps-ci, là, avec Antiquity, là, je suis tombé dans les Splatterspiel. Alias les jeux laids. Oui, et je tiens à mentionner, quand Sylvain a acheté Space Corp, il a dit Space Corp c'est un peu comme Splatterspiel, puis j'ai dit non, c'est pas vrai, parce que Splatterspiel c'est encore plus laid et ça coûte encore plus cher. Un combat de laideur. Non, je vous le dis, là, et je cherchais ce jeu-là, je cherchais ce jeu-là en question, là, que j'ai hâte de jouer, qui s'appelle Indonesia. Je cherchais une copie, j'en avais trouvé une pour 170 $, avant taxe. Puis j'étais quasiment prêt à vouloir l'acheter, là. Et là, je l'ai trouvé vraiment circonstanciellement en vraiment un prix qui est ridiculement bas pour un splatter, c'est-à-dire 100 $. Puis je pourrais vous montrer les composantes, là. C'est vraiment des composantes minables. Mais dans Indonesia, il y a un principe d'enchère, en fait. Puis ça a l'air d'un espèce de gros un écosystème économique, un sandbox d'économie, où est-ce que tu fais ce que tu veux comme économie, comme principe économique, tu t'en vas dans la direction que tu veux, mais toujours avec la saveur particulière de Splatter, qui sont reconnus pour Food Chain Magnate, par exemple, comme dans Food Chain. Écoute, c'est incroyable ce jeu-là, c'est le fun. D'ailleurs, j'ai l'extension aussi que je veux vraiment sortir. Tu sais, ils ont fait Boss, ils ont fait Roads and Boats, ils ont fait Antiquity. Il y en a un autre que j'essaie de trouver qui est dans le fond de Great Zimbabwe. Tous ces jeux-là, moi, c'est vraiment des jeux que j'ai comme hâte d'essayer, là, parce qu'ils sont tellement
il y a tellement de profondeur. C'est des gros, c'est des gros jeux avec beaucoup de viande autour de l'os. Mais gosh, c'est toujours une expérience qui est satisfaisante, je trouve, pour les joueurs qui sont fans de jeux euro. Là, ce duo-là, c'est vraiment Lacerda avant Lacerda là, pour moi. Là. Il y a aussi Boss que je sais que tu as aimé beaucoup aussi. Oui, hey, sérieux, là, Boss, là, j'ai hâte d'y rejouer parce que c'est un jeu qui se joue seulement à 3 joueurs. J'ai essayé de faire le teach à Winnie puis Banane. Ils ont rien compris, même si c'est un worker placement super simple. Ils ont rien compris, mais j'ai hâte de rejouer à ce jeu-là. Ça m'est rentré dedans. C'est un jeu que j'ai dans les veines là actuellement. Là. C'est vraiment là, j'ai besoin d'une injection de boss. Là. Quelqu'un, donnez-moi ça, s'il vous plaît. Là. Ah, j'ai hâte de jouer avec du monde. Là. Pendant que notre préposé va préparer l'injection de Vince, je vais vous parler, moi, d'un jeu que j'ai hâte de jouer aussi, puis je pense que, justement, Vince va pouvoir en parler un peu. C'est un jeu de Parallel Games, une grosse boîte brune, qui s'appelle The City of the Big Shoulders. Oh my God! C'est un jeu que Vince, en fait, c'est avant le Gen Con, Vince m'a envoyé le lien de ce jeu-là en disant « Hey, regarde ça un peu, je pense que ça pourrait être un jeu qui t'intéresserait. » Puis finalement, Vince est allé au Gen Con, est allé voir le boot de cette compagnie-là, est reparti avec une copie du jeu, l'a essayé, m'en a beaucoup parlé. Et depuis que j'entends Vince en parler, j'ai hâte de le découvrir, mais j'ai peur que ça soit trop lourd pour mes joueurs habituels. Vince, tu comparerais ça à quoi un peu en termes de profondeur, lourdeur des règles? En fait, c'est parce que ce qui est intéressant de City of the Big Shoulders, parce que j'ai joué, c'est basé aussi sur le système des 18XX. Et le système des 18XX, c'est un type de jeu c'est vraiment un type de jeu à part. C'est vraiment un jeu d'économie, en fait, de marché, fluctuation de marché, etc., etc. Et souvent, ce genre de jeu-là fait énormément peur, alors que moi, j'ai joué à City of the Big Shoulders avant les 18XX. Et là, quand j'ai joué à mon premier 18XX, qui était 1883, je pense, en tout cas, je me suis retrouvé devant 18XX, puis j'ai fait, mais dans le fond, c'est pas si pire que ça, là, tu sais. Et City of the Big Shoulders est pas si lourd que ça si on décide de se donner le temps de le comprendre, de le saisir. Je dirais, c'est peut-être à peu près, tu sais, je dirais, je le comparais, mettons, au niveau de difficulté à, par exemple, The Gallerist. C'est quand même un jeu qui est lourd, c'est quand même un jeu qui a beaucoup de règlements, mais qui, au final, se résume à être un placement d'ouvriers avec une saveur puis avec quelque chose autour qui vient vraiment enrober le worker placement. Et en ayant joué au 18XX, j'ai capoté en me remettant en tête ce que City of the Big Shoulders était, parce que City of the Big Shoulders vient vraiment à prendre le côté euro, gestion de ressources, et le côté 18XX des fluctuations de marché, puis de l'achat d'actions, puis de la vente d'actions, puis vient joindre les deux bouts ensemble. Puis pour moi, ça a été vraiment, ça m'a donné encore plus le goût de jouer à City of the Big Shoulders. Je pense pas que c'est un jeu qui est difficile à saisir, c'est un jeu qui, on s'assoit, faut comprendre le système économique, mais une fois que le système économique est bien compris, puis il est pas difficile à comprendre, parce que c'est juste logique qu'est-ce qui se passe autour de la table, comment est-ce qu'on achète les parts, comment est-ce qu'on vend les parts, tout ça fait parfaitement du sens si on est le moindrement logico-mathématique et intelligent. Et une fois que ça c'est fait, mais là après ça on part, puis là après ça on s'en va puis on joue à ça pendant un bon bout de temps. Mais c'est vraiment une expérience qui est hors du commun, puis que j'ai vraiment envie moi aussi de réessayer là, une fois le déconfinement. Ça me tenterait quasiment qu'on s'en aille, que je m'en vienne en Beauce, te le montrer, puis qu'on joue avec du monde de ton coin, là, je serais vraiment, vraiment partant pour faire ça.
Parce que là, tu parles de ça. Puis là, c'est drôle parce que, tu vois, City of the Big Shoulder était pas un jeu qui était sur mon radar du tout. Je sais que t'avais été très hyped up par ce jeu-là quand t'étais revenu de Gen Con. Tu en avais parlé beaucoup avec beaucoup de passion. Mais c'est un jeu, je l'avais regardé vite, puis ça m'a pas trop intéressé. Mais là, tu viens de faire le parallèle avec les 18XX, excuse-moi, les 18XX. Je suis tellement pas habitué de l'entendre en français. Okay, donc, ce type de jeu-là. Et ça, c'est un type de jeu qui m'a toujours intrigué. Mais moi, j'ai moins l'occasion de sortir des jeux longs. Donc, des jeux qui sont vraiment 4-5 heures, c'est moins ma tasse de thé uniquement parce que j'aurai jamais l'occasion de les sortir. Et c'est ça qui me fait peur un peu en achetant un jeu de train de la série, c'est que j'aurai pas l'occasion de le sortir. Mais là, City of the Big Shoulder, si tu fais le parallèle avec ce que ça apporte en probablement la moitié du temps, avec un concept justement de fluctuation de marché, des choses comme ça, moi, c'est des choses qui me branchent beaucoup dans ça. Je pense que tu viens de mettre City of the Big Shoulder sur mon radar. Oui, oui, vas-y, JP, excuse-moi, je veux juste dire de quoi, parce que moi, à la base, avant de récupérer City of the Big Shoulders puis de me baser sur ton feedback, j'avais ramassé, une autre grosse boîte brune, Arkwright. Arkwright, qui est aussi un 18XX, une simulation économique, un engin qu'on doit construire, tout ça, l'offre et la demande. Et wow, je regardais les règles et je me disais comment je vais... Tu sais, juste, il y a une version facile de base qui totalise quand même 23 pages de règles et 4 heures de jeu. Pour la version débutante, je me disais aïe aïe. Et là, City of the Big Shoulders, on parle de 2h30, je pense, pour le jeu, expérience complète. Déjà là, je me dis ok, c'est un peu plus accessible, mais on reste dans l'optique, si on veut, des jeux plus longs, des jeux de gestion. Je suis intéressé. Ben, tu vois, tu sais, mettons, la première partie que j'ai faite avait duré, puis on était 4 autour de la table. Les 4 joueurs autour de la table, il y en avait, je pense, quelques-uns qui étaient au diapason avec les règles, mais il a fallu quand même que j'explique les règles. Et c'était ma première partie à moi aussi. J'avais lu les règles, j'étais comme bien ancré là-dedans. On a fini la partie en une soirée, donc on avait commencé dans les environs de 8 heures. On a conclu la partie, il était environ peut-être 11 heures, 11 heures et quart. On a fait le décompte de fin, puis là on est arrivé à 11h30. Ça nous avait pris 3 heures, 3h30 pour une partie à 4, et c'était ma première aussi. Puis là, suite à ça, moi j'ai refait une partie, j'ai refait une autre partie, puis vraiment là, le jeu coule super bien. C'est un placement d'ouvriers là, où est-ce que on va jouer nos placements d'ouvriers, puis on va aller chercher nos ressources, puis une fois que c'est fait, on fait juste rouler nos machines. C'est vraiment simple, c'est fluide, et au-delà de tout ça, c'est vraiment pas un jeu qui va prendre beaucoup de temps. Je pense peut-être que la première partie peut durer 3 heures, mettons. Tu sais, on se le cachera pas. 3 heures, mais on voit pas le temps passer. On voit pas le temps passer parce que c'est entraînant, c'est vivant comme jeu, puis on a un rythme aussi dans lequel on se prête, puis on a toujours l'impression d'être dans la partie, même si des fois, un moment donné, on a l'impression qu'on traîne la patte, c'est pas grave, on veut faire rouler nos machines, puis c'est vraiment le fun, l'espèce de côté d'effet boule de neige là, qui est entraîné dans tout ça, là, qu'il y a comme d'ailleurs dans les 18XX. Ouais, en tout cas, ça vient de le mettre sur mon radar. Je pense que j'ai très hâte de jeter un coup d'œil un peu plus approfondi là-dessus. Sinon, t'avais-tu fini sur City, Vince? Tout à fait, ouais. Ok, parfait. C'est pas toujours évident, hein, des fois, là, c'est savoir, ok, bon. Moi, pour compléter sur notre segment des jeux que on a hâte de jouer, j'ai fait l'acquisition récemment du jeu Impulse. Et là, Impulse, c'est pas un jeu très connu. Non, c'est surtout son designer que j'aime beaucoup. Carl Chodick est un designer qui a fait quelques jeux, mais souvent c'est des jeux de cartes qui sont beaucoup plus stratégiques qu'en ont l'air. Donc, par exemple, il a fait récemment, il y a quelques années déjà, Innovation, mais il a fait Gloire de Rome. Et Gloire de Rome est un jeu de cartes vraiment incroyable. Pour ceux qui l'ont pas essayé, c'est probablement le jeu que je déteste le plus enseigner. Non pas que c'est un jeu compliqué, mais il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc, c'est beaucoup de mécanismes qui vont rentrer là-dessus, mais ça fait des jeux qui sont très intelligents. Même chose avec Innovation, qui est un jeu que j'avais joué à 3 joueurs, 4 joueurs, je l'avais trouvé trop chaotique, mais à 2 joueurs, il prend vraiment toute sa saveur.
Et Carl Chodek a fait, il y a quelques années, Impulse. Et là, je l'avais toujours mis de côté celui-là en me disant, ok, c'est pas le genre de jeu qui va sortir souvent, mais c'est pas un jeu qui est énormément long. C'est peut-être 30 à 45 minutes, mais c'est un autre jeu de cartes à la Carl Chodek. Et étant donné que le designer me plaît beaucoup, c'est vraiment un jeu que j'ai hâte d'essayer, Impulse. Je sais que c'est pas le genre de jeu que les gens connaissent beaucoup. C'est pas un jeu, il n'y a pas eu de version française qui a été faite. C'est vraiment un petit jeu, je dirais presque pas indie, là, mais c'est pas un jeu à grand déploiement, mais pour moi, c'est le genre de jeu qui me branche beaucoup, et ça m'a redonné également le goût de jouer à Innovation, de jouer à Gloire de Rome, tous ces jeux-là. Ouais, moi j'ai joué à Innovation à 3, mais j'ai l'impression qu'à 2, c'est vraiment le best. J'ai joué à 3, je l'ai vendu, après avoir joué à 3 et 4 joueurs, j'ai vendu ma copie du jeu en disant c'est trop chaotique, ça n'a pas de sens, il n'y a aucune stratégie, c'est n'importe quoi. Et pourtant, le designer est un designer que j'aime beaucoup, un de mes designers favoris, mais là, j'ai eu le goût d'y redonner une chance à 2 joueurs, j'ai joué une partie depuis que je l'ai réacquis, et là, je suis vraiment retombé en amour avec ce jeu-là, donc Innovation, un autre jeu que j'ai hâte de mettre sur la table. Il est impressionnant, Carl Chodek, comme designer. Oui, vraiment. Oui, quand j'ai joué à Innovation, là, ça m'a un peu... ça m'a renversé de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec un paquet de cartes, là. C'est du génie. Moi, ça m'a fait, tu sais, c'est pas dans le même style, évidemment, mais tu sais, moi, les jeux comme par exemple Race for the Galaxy, qui réussissent à puncher autant de matériel, de stock dans un paquet de cartes, là, puis de te dire, bon, ben, joue à ça, mon ami, puis joue à ça pas mal de fois avant que tu puisses voir le fond, puis que tu puisses comme saisir pas mal toutes les différentes les différents rouages du jeu. Moi, ça m'impressionne, puis Carl Chodek est définitivement un auteur capable là, de faire ça, puis je trouve ça plate parce que j'ai l'impression que c'est un auteur qui il sort pas beaucoup de jeux, et ses jeux ne sont pas souvent autant sont dépréciés, sont méconnus. Il gagne vraiment à être connu, là, cet auteur-là. Il y a également un petit jeu, puis là, c'est ma petite plug rapide, mais il y a un petit jeu que Carl Chodek a fait qui s'appelle Red 7, qui vient de sortir en version française. J'ai fait une critique sur la chaîne tout récemment, là, en date d'aujourd'hui même, que je l'ai sorti pendant qu'on filme, qu'on tourne ça. Mais sinon, Red 7 est un jeu beaucoup plus accessible que le reste de ses jeux. Et sérieusement, si vous connaissez pas Carl Chodek, je vous invite à aller voir ses titres. C'est des jeux qui sont tellement intelligents. C'est des jeux très intelligents. Puis je pense que c'est là-dessus que je conclus. Impulse, un petit jeu intelligent que j'ai hâte d'essayer. Parfait. JP, JP, toi, avais-tu d'autres choses à ajouter par rapport à M. Chodek? Non, je connais les jeux de M. Chodek, mais son nom me disait rien. Puis en vous écoutant, là, ça faisait du sens. Je vais vous montrer la gloire de Rome un jour, les boys. Oui, moi j'ai bien hâte de l'essayer, celui-là. Là. Écoute, moi, dans le fond, je veux juste... Tu sais, tu parlais des jeux, en fait, que tu as acquis avant le confinement, puis ça, puis tu n'as pas eu la chance de jouer. Moi, il y avait un jeu que j'ai acquis depuis longtemps, en fait, que j'ai obtenu dans un match rate parce qu'il était rendu indisponible, et j'ai joué avant le confinement, et je vous le dis, les gars, c'est vraiment drôle parce que j'ai joué, en fait, nous autres, on s'est fait arrêter le 13 mars. Il disait de prendre une certaine distance de 1 mètre, je pense, pendant le week-end. Et pendant le week-end, bon, j'ai été jouer à des jeux pendant ce temps-là, et j'ai joué à Senji, et c'est définitivement pas le genre de jeu que tu peux prendre 1 mètre de distance avec les autres autour de toi. Mais j'ai été renversé, les gars. C'est Senji qui est pour moi, une perle rare, une perle extraordinaire. C'est devenu mon jeu préféré de Serge Laget et de Bruno Catala. Ça rentre complètement dans mes cordes. Un jeu, en fait, de négociation où est-ce qu'on a une espèce de sablier énorme qui correspond à 4 minutes. Et là, quand ce 4 minutes-là part, tout le monde s'en va dans les coins de la salle, et là, on commence à faire des espèces d'alliances, puis de marchés, puis tout ça, avec les autres joueurs. On va se prêter des otages, on va faire différents marchés pour être capable d'avoir davantage de puissance militaire sur le plateau, d'avoir davantage de cartes en main. Et je vous le dis, là, le jeu part dans tous les sens. Et quand je parlais de hasard tantôt, le jeu a
des dés. Et il y a beaucoup de joueurs qui vont voir ça comme étant un défaut, puisque à un moment donné, quand on fait un combat, on lance à peu près, je pense, c'est 7 ou 8 dés. Et là, tu y vas selon tu y vas selon les faces qui représentent ton clan, versus les faces qui représentent le clan de l'autre joueur. Et ça se peut que tu te fasses rincer solide, même si tu avais l'avantage. Chose qui m'est arrivée dans ma partie. Mais c'est pas grave parce que le jeu est tellement... on change tellement, on danse tellement sur un pied, puis là après ça, on va changer de pied pour danser ailleurs, que le jeu vient toujours se rebalancer. Et je suis comme tombé vraiment... C'est comme si c'est une des plus belles expériences de jeu, une des plus belles expériences ludiques que j'avais vécues depuis un bon moment, et c'était comme ça que mon confinement s'est débuté, puis j'ai tellement hâte de rejouer à Senji. C'est drôle, c'est le fun, c'est prenant, puis finalement j'ai réussi à faire perdre Pierre. C'est moi qui déterminais le gagnant, j'ai fait perdre Pierre Poisson, donc Pierre... Comment? Kingmaker. Exactement, mais ça c'est pas grave parce que tu sais, si Pierre perd, je gagne automatiquement. Fait que tu sais, c'est toujours de bonne guerre là, tu sais. Mais c'est vraiment le fun, Senji. Encore une fois là, c'est un jeu de convention que j'ai hâte de vous montrer, les gars, puis on va vraiment avoir du fun là. Vous allez voir là, c'est prenant là comme jeu, puis tout le monde dans la salle nous regardait faire, pis t'es comme, ok, il joue à quoi, là, tu sais, il se passe de quoi à cette table-là, là, de quoi de mémorable, tu sais, pis j'ai vraiment hâte de rejouer à ce jeu-là, là. Mais je trouve ça drôle que t'en parles, parce que c'est un jeu que je connais pas du tout, j'ai regardé sur BGG, pis ça a l'air de rien que je connais. Non, ça a l'air de rien, ce jeu-là. Ça a l'air de rien. Mais si je vous dis que ce jeu-là a pas besoin... En fait, c'est une boîte qui est à peu près la moitié de la grosseur de Rising Sun, mais qui fait encore mieux les choses que Rising Sun. Là, on commence à jaser de quelque chose. En tout cas, à mes yeux, à moi, là, je trouve que le contrôle de territoire est vraiment bien réussi dans Senji. Ben, on mettra pas trop de pression sur Jeff Savoie, là, mais il me semble que ça serait un bon jeu à essayer au Delirium, ça. Oui, clin d'œil. Exact. Hey, les gars, moi, je veux terminer juste en rafale avec 3 titres de jeux que j'ai vraiment hâte de rejouer ou d'essayer. En premier, là, c'est sûr que il y a Star Wars Imperial Assault. Moi, je découvre ce jeu-là des années plus tard après sa sortie. J'ai hâte de replonger dans notre campagne à moi et les 4 gars avec qui je joue. Moi, je joue l'Empire et c'est vraiment... Ça crée toutes sortes de souvenirs ou de moments cocasses. J'ai hâte de découvrir Time Stories Hadal Project, la nouvelle série de Révolution de Time Stories aussi que j'ai pas encore exploré. Et j'ai hâte aussi, mais ça, je devrais y jouer dans les prochains jours, peut-être avec ma femme, si je réussis à la convaincre. Je devrais jouer à Mystery House, pour lequel je suis vraiment curieux. Et c'est une curiosité qui est à double tranchant. Je sais pas si je vais être vraiment surpris ou très déçu de ce jeu-là, mais j'ai hâte d'y jouer, ça c'est certain. Et vous, de votre côté, y a-t-il des jeux que vous voudriez juste nommer en rafale? Ben moi je veux juste jouer. Moi, de mon côté, c'est sûr certain que je peux pas passer à côté de King's Dilemma là, que on pensait terminer là, conclure la soirée que avant le confinement, puis bang, on n'a pas fini, puis là, bang, le confinement. Ah boy, là j'ai hâte de finir le King's Dilemma là. Tu nous en parlais un peu, ça a l'air très intéressant comme jeu. Ah, c'est incroyable. Sinon, moi, il y a Dune aussi que j'ai très hâte d'essayer, un jeu. J'ai écouté le film d'ailleurs, puis là j'ai envie de lire le livre pour après ça apprécier davantage le jeu de société. Cosmic Encounter, que ça les boys, vous avez jamais joué à Cosmic Encounter, vous avez jamais joué à un jeu aussi loufoque et hystérique que ça. J'ai tellement hâte de vous le montrer, là, ça va être le fun au bout. Je serais curieux en convention, ça aussi. Hein.
Ah oui, ça va être quelque chose, là, tu sais, puis je pourrais continuer comme ça, là, on and on, mais je pense que je vais m'arrêter. Ben, Sidereal Confluence, hey, wow, les gars, là, je peux pas ne pas mentionner Sidereal Confluence. Fait que bref, Vincent, il a hâte d'être en convention, je pense. Ah, j'ai hâte de revenir à la réalité, d'avoir 6 personnes autour d'une table. Moi, j'en ai plein de bons jeux à 6 joueurs. Venez chez nous si vous êtes tout le temps à 6, mais on vous en sortir. C'est certain que quand le confinement va être terminé, on va se réunir sur une table assez vite. Ah oui, vraiment, là. Alors, c'est ce qui conclut pas mal notre parle jase ce soir. C'est pas toujours facile parce que je pense qu'on pourrait continuer pendant des heures et des heures, mais à un moment donné, il faut mettre une fin à ça. Oui, on s'était fixé 1 heure, on est à 1h20. Moi, je trouve que c'est vraiment acceptable pour 3 gars. Satisfait. Pour 3 gars qui sont en manque de jeux de société depuis 1 mois, là. Ce qu'on dira pas à nos auditeurs, c'est qu'on a rayé à peu près 80% des jeux qu'on voulait parler. Ah oui, définitivement. On a vraiment mis la hache là, dans beaucoup de titres, mais je pense que moi j'aurais envie de savoir quels sont les jeux que vous avez envie de jouer une fois le déconfinement. Moi c'est surtout ça en fait, de voir en fait quel est ou quels sont les jeux qui vous passionnent à un point tel que ça vous manque, là, que vous avez besoin de votre dose de X ou de votre dose de Y dans le corps et que ça va vous satisfaire maintenant de comprendre à quel point qu'on est privilégié d'être ensemble dans une société de personnes, d'êtres humains et qu'on puisse jouer à des jeux de société sans avoir peur de pogner de virus. Et puis, sérieusement aussi, savoir, est-ce que vous avez aimé ça le format? Parce que là, on est les 3, c'est quand même assez rare qu'on fait ça. Est-ce que c'est le genre de format qui vous plaît aussi? Parce que si jamais vous laissez des commentaires puis vous dites que vous aimez ça, peut-être bien que ça va peut-être forcer JP et Vincent à en faire un peu plus souvent. Ah, peut-être. Hein. Puis finalement, laissez-nous donc dans les commentaires votre découverte, si vous en avez vécu une. Dans le contexte de confinement, moi, en tout cas, j'ai joué à des jeux qu'en temps normal, j'aurais pas nécessairement eu le réflexe de sortir. Donc, si vous avez eu une découverte de confinement, je serais curieux aussi de vous lire dans les commentaires. Oui, tout à fait. Ben, puis sur ça, hey, n'oubliez pas de nous laisser un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié, hein, et sinon de vous abonner à la chaîne YouTube. Allez faire aussi un tour sur le site web de notre partenaire, sur le site de l'imaginaire.com. Ils sont encore ouverts, peu importe la situation, via leur boutique en ligne. Et justement, moi, hier, les gars, j'ai passé une commande puis j'ai bien hâte de recevoir ça. Oh! Et n'oubliez pas aussi de liker notre page Facebook et surtout de vous abonner à notre Instagram. On est un peu plus slack là, sur l'Instagram, mais des fois on s'en permet davantage. Là. Vous allez voir, là, quand le déconfinement va se passer, et Tabourette qui va en avoir de la photo là-dessus. Moi j'ai en gros, la danse de Vince. Oui, le jour 50 arrive bientôt. Mais en gros, gênez-vous pas, on aime ça jaser avec vous autres. Je pense que on carbure à ça, d'avoir le contact avec la communauté, savoir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous jouez. On aime ça, on va répondre pratiquement systématiquement à chacun des commentaires. Gênez-vous pas, vous avez des questions, ça va toujours nous faire plaisir de vous répondre. Et sur ce, on vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!